Salut tout le monde, c'est Mika. Donc on revient pour hashtag le foot en vrai. Donc un concept qu'on a essayé de mettre en place. Donc je suis accompagné de mes deux acolytes, Nicolas, Christopher. Ça va les gars? Ok. Ça va. Donc en gros notre émission donc c'est trois passionnés de sport, de foot en particulier. On va essayer de débattre sur différentes thématiques. On va aborder donc la Ligue 1 de manière générale, le bilan qu'on peut en faire chacun. Donc voilà, moi je me présente, hein, comme je l'ai dit, je suis Mickaël, donc supporter de l'OM. Je suis venu au foot depuis très très petit, mes premiers souvenirs de foot à des années 90. Évidemment, la Ligue des Champions avec l'OM. Voilà, après mes influences au niveau du foot, ça va être les Pays-Bas, notamment l'équipe de France des années 90, fin des années 90. Et voilà, donc réel passionné de foot, j'adore débattre. Donc ici, on est en vérité. C'est comme à la maison, on débat, on discute, on intervient les uns après les autres pendant que on a des avis. Et voilà, donc je vais laisser la parole à mes deux acolytes. Commencer par Christopher. Je vais te laisser te présenter, Christopher, donner un peu Bonsoir, moi voilà, c'est tes influences. bonsoir, moi c'est Christopher, supporter du Paris Saint-Germain depuis 1994. Et ouais, tu parlais de Ligue des Champions, nous on l'a pas gagné, mais moi j'ai vécu l'épopée 94-95 avec les Rai, les Ginola, les Valdo, les Lama, les Ricardo. Ah, c'était une belle période. Et depuis ça, je suis devenu un amoureux du Paris Saint-Germain. Donc voilà, donc moi je suis amoureux du football aussi. Donc n'importe quel club m'intéresse, que ce soit les clubs français, les clubs européens, africains, asiatiques, sud-américains. Voilà. Moi j'aime le foot. Comme il est marseillais, Michael. Moi je suis parisien. On n'a pas le même maillot, on a la même passion. Donc on va essayer de débattre pour vous, chers abonnés, que vous passez un bon moment, que vous kiffez cette émission, le foot vrai. Voilà. Ok. Bah, merci Christopher. Hein. Maintenant, je vais laisser la parole à Nicolas. Bon, moi, je me présente, c'est Nicolas, supporter du PSG, comme vous pouvez le voir derrière. Supporter depuis tout petit, j'ai 22 ans et j'ai eu mon premier mot de Paris, j'avais 1 an et demi. Parce que c'est mon père, du coup, qui m'a fait beaucoup aimer le foot et du coup, aimer aussi beaucoup Paris Saint-Germain. T'as pas aidé Hein Il t'a pas aidé Ah si, beaucoup. Si. Et moi, du coup, j'ai pas connu les années 90, où Paris notamment gagné la Coupe des Coupes. Mais après, après même 2002, 2003, je peux pas trop aussi, j'étais trop petit, mais après, moi, j'ai plus suivi sur les années quand il y avait Paoletta au Paris Saint-Germain. Et j'ai toujours kiffé le Paris Saint-Germain depuis que je suis gamin. Et puis voilà, et j'adore le foot également et je suis passionné de foot. Après, moi, je suis plus tourné vers l'Europe au niveau du foot. Et après, je n'y connais pas du tout au niveau des autres championnats, que ce soit en Chine, Corée ou ce que vous voulez. Je suis plus spécialisé vers l'Europe et du coup les 5 grands championnats entre guillemets. Et puis voilà. Ok, bah, je te remercie Nicolas. Ok, donc ce soir, déjà avant toute chose, j'aimerais remercier nos producteurs, donc Grid Beers, Stars Entertainment et Fardigo Entertainment, qui nous permettent de produire, qui produisent cette émission et qui nous permettent justement de débattre entre passionnés. Donc ce soir, on va aborder en fait le bilan de la Ligue 1. Vous n'êtes pas sans savoir que la Ligue 1 a été officiellement arrêtée il y a quelques jours. Donc effectivement, on va pouvoir tirer un bilan puisque la saison étant terminée, on va pouvoir voir ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, ce que vous avez pensé de ce championnat, les matchs qui vous ont marqué, les joueurs aussi qui vous ont marqué. Éventuellement, si vous avez des déceptions, bien évidemment, on va en parler. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un rapide tour de table. Et ensuite, on va essayer de confronter nos idées, si toutefois elles se contredisent. Et voilà, donc je vais laisser d'abord Nicolas, discuter en préambule. Et ensuite, ce sera donc Christopher. Et ensuite, je terminerai avec mes points à débattre. Ouais. Moi, je vais commencer. Bon, on va dire, je vais dire mes tops et mes flops. On va dire au niveau des tops, moi je partirais du coup sur Marseille. Bon, je vais pas compter le Paris Saint-Germain, même si on est premier, ça c'est sûr.
On a fait aussi, bon, on a gagné le championnat et puis c'est très bien. Après, voilà, je vais pas mettre moi, je vais pas considérer Paris comme un top. Parce que voilà, le championnat est plié depuis chaque saison, on va dire vers la 20e journée, 18e, ouais, entre la 18e et 22e journée environ à chaque fois. Du coup, je vais plus passer sur les trois autres équipes d'après. Du coup, ça va être simple, hein, Marseille, Rennes et Lille. Parce que Marseille, par rapport à moi en tout cas, a fait une très belle saison cette année, notamment a cartonné en début de championnat et aussi après, juste après la trêve aussi, ça a été pas mal, même si ça avait un peu plus de mal parce qu'on sait que leur effectif est quand même limité. Ouais. Voilà, ils sont deuxième en tout cas, ils sont en Ligue de Champions. Après, bien sûr, bon, je vais mettre Rennes, parce que Rennes aussi a une très belle saison après leur victoire de l'année dernière en Coupe de France. Même là, en tout cas, ils avaient fait aussi une très belle saison. Cette année, je pense qu'ils ont bien confirmé, ils ont des petits jeunes, et on va en parler juste après tout à l'heure, notamment le petit jeune Kamavinga, qui leur a aussi en tout cas beaucoup aidé. Ouais. Très très bon, et à tout juste 17 ans. Et après, en troisième, je partirai sur Lille, parce que Lille, comme l'année dernière, très belle saison. L'année dernière, ils étaient deuxième. Là, ils arrivent troisième, quatrième cette année, excusez-moi. Et aussi, ils ont bien confirmé. Et en plus, ils ont eu un petit départ ils ont eu en tout cas le départ de Nicolas Pepe. Je pense qu'il leur a fait quand même du mal parce que c'était leur joueur phare entre guillemets parce que c'est lui qui a beaucoup de buts et de passes décisives également. Mais ils ont su combler en tout cas par d'autres joueurs, notamment l'arrivée de l'attaquant nigérian Osimhen. En tout cas aussi fait du bien parce qu'il a beaucoup marqué en tous les buts de championnat aussi. Voilà. Après au niveau des flops, ça va être simple. Lyon, parce que Lyon, si je me trompe pas, ils sont 7e du championnat. C'est ça. Je pense que je crois qu'on c'est Lyon, c'est le deuxième budget de Ligue 1 ou le troisième. Je crois que c'est le deuxième budget de Ligue 1 après Paris, ou alors c'est le troisième après Monaco. C'est le deuxième. C'est pas une belle saison, ils ont perdu trop de points, mais je pense que Lyon, ça va être un bis repetita, c'est comme chaque année. Ils perdent des points contre des équipes largement plus faibles qu'eux, et c'est souvent le cas depuis des années de Lyon. Et voilà, et donc là ils sont 7e. Malheureusement pour eux, ils ont pas en Ligue des Champions. Même ça, en Europa League. Ce que Jean-Michel Aulas est en train d'aller tout azimut et essayer de sauver les meubles comme il le peut en déposant des recours par-ci par-là. Mais on va y revenir à ça, effectivement. Ouais. Après, en second flop, ça va être simple aussi, c'est Monaco. Monaco, compliqué en tout cas à trouver, à comprendre surtout la philosophie du club. Parce qu'en achetant beaucoup de joueurs, en vendant tout, là et maintenant, ils ont vu qu'ils n'avaient plus de résultats, ils ont commencé à racheter, notamment du coup Ben Yedder et d'autres joueurs. Et Ben Yedder, du coup, qui leur a fait du bien parce qu'il est co-meilleur buteur du championnat avec Mbappé à 18 buts à égalité. Et même, c'est ne pas comprendre, et je pense qu'ils ne sont pas à leur place. Ils ont perdu aussi trop de points en début de championnat, et notamment aussi tous les cartons rouges qu'ils ont pris en début, c'était ils prenaient un carton rouge par match, je crois. Pendant les 5 premiers matchs, ils ont pris un carton rouge. Voilà. Et dernier flop, très rapide, Saint-Etienne. Tout simplement parce que Saint-Etienne, depuis le départ de Christophe Galtier, ce club-là va mal. On comprend pas ce qu'ils font, on comprend pas ce qu'ils achètent. Ils achètent des joueurs qui étaient bons en Ligue 1 il y a encore 7 ans. Mais depuis, je pense que c'est faible. Et c'est pas en rachetant un MP là par là, un Debuchy par-ci que ils vont combler en tout cas ils vont combler en tout cas le manque de comment dire. Leur équipe elle est pas bonne tout simplement. Je pense qu'il faut se renouveler et acheter des jeunes. Voilà. Et aussi se tourner peut-être vers leur centre de formation. Ou alors acheter mais aller chercher ailleurs. Pas en France ou je ne sais pas où parce qu'il faut plus aller chercher vers l'étranger. Parce que le recrutement n'a pas du tout chez. Centre de formation que par ailleurs, pas dégueu à Saint-Etienne. Ils ont quand même sorti quelques joueurs ces dernières années qui sont quand même pas mal. Je pense que évidemment c'est un petit peu plus loin, mais il y a du Alassane Maximin, il y a le petit jeune, là, le défenseur central qui est parti, qui a signé à Arsenal, Sadiba. Donc ouais, c'est un club effectivement, je te rejoins, qui est un peu, je comprends pas trop ce qu'ils font effectivement, mais je vais développer ça un petit peu plus loin. Effectivement, je te remercie Nicolas. Christopher, ton avis alors sur la Ligue 1, cette belle Ligue 1? Notre chère belle Ligue 1.
Ben, en top, Paris, Marseille, et le troisième, c'est Rennes ou c'est Lille? C'est Rennes, c'est ça? C'est Rennes. En flop, donc en top, j'irais Paris, Marseille et Rennes, et en flop, je mettrais Lyon, Monaco, et j'hésite entre Saint-Etienne et Toulouse, mais je mettrais quand même Toulouse parce qu'ils descendent. Donc, Toulouse, voilà. Lyon, et tu m'as dit? Lyon, Monaco et Toulouse. Monaco? Ouais, je mettrais Monaco en flop. Donc moi, je veux commencer par les flops. Ouais. Commencer par les flops. Donc, sincèrement, je suis déçu de Lyon. Sincèrement, je suis déçu de Lyon parce que vu le budget qu'ils ont, ok, Paris, c'est pas comparable, mais ils ont un très bon budget. En fin de saison, ils ont remercié Genesio parce que le problème, c'était pour eux, pour les supporters, c'était Genesio le problème. Voilà, c'est le vilain petit canard pour les médias aussi. Donc, ils sont partis sur comment il s'appelle, directeur sportif. Voilà, ils ont misé sur les Brésiliens, Juninho et Silvinho. Ça n'a pas marché. Donc, bon, les deux premiers matchs ont été une réussite, 3-0 contre Monaco, contre Angers 6-0. Tout le monde a commencé à dire, ah, c'est bon, Lyon est réveillé. Ils ont quand même fait un recrutement. Bah, ils ont pris l'ancien joueur de Thiago Mendes. Ils ont pris Hansen. Hansen, quand même 30 millions. Ils ont pris d'autres joueurs aussi. Donc, voilà. Moi, avec le recrutement de Lyon, je ne sais pas combien de millions ils ont dépensé, mais le recrutement de Lyon, c'est pour être deuxième. C'est pour jouer c'est pour plier le PSG. Ouais. Comment? Pas loin d'une centaine de millions. Voilà, c'est ce que Olas il dit depuis quelques années maintenant, c'est titiller le PSG au maximum, les embêter. Donc voilà, ils ont très mal commencé leur championnat. Donc trois entraîneurs en même pas 6 mois. Donc Genesio remercié, Silvinho remercié, et ils ont pris Rudy Garcia. Moi, je ne serais pas parti sur Rudy Garcia. J'aurais pris Laurent Blanc. Voilà. Moi, j'aurais pris Laurent Blanc. Voilà, Laurent Blanc, il a quand même prouvé à Paris. Pour l'instant, Laurent Blanc, depuis qu'il est Qatari, c'est le meilleur entraîneur qu'on ait eu. C'est le meilleur entraîneur qu'on ait eu, que ce soit sur les résultats qu'on a eu en Coupe d'Europe ou en championnat, même la qualité de jeu, même les joueurs qu'il y avait, voilà. Il a quand même apporté son style de jeu à Paris. Donc s'il réussit à Paris, même s'il n'a pas été plus loin que les quarts de finale, mais s'il réussit à Paris, pourquoi il ne réussirait pas à Lyon? Donc est-ce qu'après Olas ne l'a pas pris pour des questions d'argent ou peut-être parce que ça fait 3-4 ans qu'il est plus sur le circuit? On saura pas. J'ai eu des échos comme quoi que par rapport à son staff, il demandait beaucoup au niveau staff et il voulait pas de Kachapa et d'un ancien Lyonnais. Comme je sais qu'à Lyon, c'est ils sont un peu très fermés, donc voilà. Donc non, Lyon, décevant. Après, ils ont eu quelques petits coups d'éclat dans la saison, mais septième, non, Lyon ne peut pas être septième. Lyon, c'est deuxième, troisième. Après, Monaco, moi, je suis déçu depuis leur année en 2017. C'est que ils ont été champions de France, ils ont fait une demi-finale de Ligue des Champions, ils ont vendu tous leurs joueurs. Ok, ils n'ont pas ils ont pas peut-être la même philosophie que Paris, mais ils ont vendu trop de joueurs. Chaque année, ils refont une équipe. Là, cette année, ils ont pris je sais pas combien de joueurs. C'est trop. Donc, ils ont pris des joueurs. Et quand tu vois, ils ont aussi des coups d'éclat. Parce qu'ils sont venus au Parc des Princes faire un 3-3. Personne n'attendait Monaco à ce niveau. Mais moi, j'ai été surpris. Et moi, qui suis parisien, ça m'a fait plaisir de voir une équipe nous rentrer dedans. Mais vraiment nous rentrer dedans. Il y a eu 3-3. J'étais même pas déçu du résultat. J'en demandais encore. Après, 3 jours après, bon, voilà, ils ont pas l'habitude de jouer aussi tous les 3 jours comme nous. 3 jours après, c'est un autre match, on a gagné.
Mais aussi, je suis aussi déçu de Monaco. Et on regarde, ils ont encore, ils se sont débarrassés aussi de leur ancien entraîneur pour reprendre l'ancien sélectionneur de l'Espagne, c'est ça, Moreno? L'adjoint. Oui, enfin oui, oui, il a fait la sélection espagnole, effectivement. Voilà, donc ils ont pris Moreno, donc c'est aussi deux entraîneurs. Et en fait, quand tu regardes bien, bon après là, je peux utiliser cette phrase pour rentrer sur Toulouse. Toulouse aussi, mauvaise gestion depuis eux, ça fait depuis des années. Et quand tu regardes bien, ben, mes flops, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont déjà utilisé deux ou trois entraîneurs en même pas 8 mois de compétition. Donc, déjà, en changeant d'entraîneur, ben, tes joueurs, l'équipe, le staff, l'encadrement, l'institution ne peut pas être stable. Ça peut pas être stable. Et genre, peut-être aussi Saint-Etienne, je l'aimais pas parce que c'est compliqué. Pour moi, pour moi, il faut qu'il coupe la poire en deux niveau président. Moi, je dis, il y a un président de trop, donc voilà, après les joueurs, c'est vrai que c'est des anciens joueurs de Ligue 1, mais bon, après ça c'est quelque chose de français, ils aiment bien prendre des anciens de Ligue 1 parce qu'ils disent voilà, ils connaissent le championnat, ils parlent français, ils vont s'acclimater. Des fois ça peut être vrai comme ça peut être faux, donc voilà. Et après pour mes tops, un Marseille qui fait une bonne saison. Et eux aussi ils ont changé l'entraîneur, mais on va dire que ils ont pris ouais, je pense que Villas-Boas s'est bien acclimaté à Marseille. C'est un club et c'est pas facile d'être entraîneur ni d'être joueur parce que c'est avec les supporters, pardon, l'environnement c'est compliqué. Mais il a su imposer ses idées. Il a ramené des joueurs avec lui. Moi j'ai bien aimé ce qu'il a fait avec le latéral gauche marseillais. J'ai oublié son nom. Rappelle-le moi, Michael. M'a dit. Ouais. Il a quand même bien remis. Il était quand même au bout du rouleau. Ah, c'était pas gagné. Ah, franchement, ouais, c'était pas gagné. Il a quand même. Bon, je peux pas te dire qu'à ma vie, c'est un grand joueur. Mais de la saison qu'il a fait l'année dernière à cette saison, c'est plus que correct. Et on a vu je crois que le déclic, c'était le match aller contre Rennes. Le match aller contre Rennes, je crois, au Vélodrome, où il y a eu soit c'était le déclic négatif ou positif, je me rappelle plus. Mais je sais qu'il y a eu un truc avec les supporters concernant ce joueur. J'ai plus trop le souvenir, mais effectivement, il y a eu 2-3 phases cette saison. Après, à ma vie, bon, comment dirais-je? Bon, moi, c'est pas le meilleur latéral gauche du monde. J'ai quand même tendance à considérer qu'on l'a un peu mis dans le sac un peu rapidement. Je rappelle quand même au passage que c'est un joueur, normalement, je crois, hein, de mémoire, qui était au port de l'équipe de France à une époque, à un poste quand même où il y a énormément de concurrence. Alors peut-être qu'il y avait beaucoup de blessés à ce moment-là, mais quand on parle de l'équipe de France, on parle de, comment il s'appelle, Hernandez, on parle de Benjamin Mendy, c'est quand même pas des peintres. Après, il a traversé une grosse crise de confiance où très sincèrement, je me disais mais c'est pas possible, ce n'est pas possible. Comment tu peux passer d'une saison, la saison où ils vont en finale de Coupe d'Europe, à la saison d'après, tu te dis waouh. Bon, après moi j'ai une hypothèse sur la question. Alors, pour moi c'est un problème de coaching, mais je vais y revenir après justement dans mon avis. Mais à ma vie, je pense qu'il est beaucoup taillé. Il a été beaucoup taillé. Alors, il a été nul. Hein. On va pas se mentir. L'année dernière, il a été archi nul. Après, c'est peut-être pas non plus la quiche qu'on dépeint un peu partout, en fait. J'ai entendu des trucs, j'ai lu des trucs sur ma vie. Je me suis dit, wow, les gars, calmons-nous quand même. Ça reste un jeune joueur. C'est un joueur qui s'est fait les croisés assez tôt. Je crois que c'était les croisés. Donc, il a eu beaucoup de mal à revenir, à enchaîner. Mais je trouve que ça reste un joueur intéressant parce que déjà, il est capable de dribbler des deux pieds. Après, c'est vrai que pendant sa crise d'année dernière, ça piquait les yeux. Hein. Il faisait des centres derrière les buts, incapable de défendre. J'avais l'impression de voir Benjamin Mendy quand il avait 19 ans. Au niveau du placement, c'était une catastrophe. Mais bon, après, voilà, aujourd'hui, il a un peu mieux et je trouve qu'il est plutôt très correct cette année. C'est plutôt un bon joueur. Bah, c'est comme aussi, tu parles d'Amavi, il y a aussi Payet et Mandanda qui ont, depuis le changement d'entraîneur, qu'ils ont quand même retrouvé un peu de leur superbe.
Surtout Mandanda qui a fait quand même une très bonne saison. Hein, qui fait partie, je crois qu'il doit être dans les top 3 des gardiens cette année. Hein. Je crois que c'est le gardien qui fait le plus d'arrêts, je crois. Il n'a pas récupéré son capitana. Il me semble que c'est lui. Hein. J'ai un doute là-dessus. Ouais. Quand tu me... je crois que oui. Déjà, avec le fait de récupérer son brassard, je pense que ça, moralement, ça lui a fait du bien. J'ai subitement un doute, mais oui, il me semble bien que c'est Mandanda. Ah, t'es sûr? Non, Payet, c'était l'année dernière. Payet, c'était parce que Garcia, il met jamais un gardien, un capitaine. Il va toujours mettre un milieu de terrain ou un défenseur. Je vais vérifier cette info. C'est vrai que là, comme ça, je t'avoue que j'ai bugué. J'ai un doute énorme d'un coup. Mais ouais, bon, le Mandanda, bon, le problème, c'est que Mandanda, à un moment donné, moi, j'ai une idée assez préconçue de la chose. Hein. C'est-à-dire que Mandanda, il s'est un peu foutu de la gueule du monde, en fait. Quand il nous a expliqué pendant 6 mois que son poids n'était pas un problème et que tu t'aperçois que quand il a perdu 10 kilos, ça redevient au phénoménal et le gardien qui est capable de parades extraordinaires. Bon, à mon avis, il n'a pas été très sérieux l'année dernière. Il a un petit peu abusé des Big Mac. Et voilà, hein, non, mais faut le dire, un gardien, s'il n'est pas solide sur les appuis, s'il est un peu grassouillé, il a moins de tenacité. Hein. Ce qui fait, ce qui a toujours fait comment dirais-je, la différence avec Mandanda, c'est cette espèce de tonicité qu'il avait sur l'appui, cette capacité à jaillir sur ses jambes. Et forcément, quand tu as un peu de kilos en trop, bah, c'est un petit peu plus compliqué, hein, forcément, pour bondir. Donc voilà. Ok, donc ça c'était top et c'était flop. Donc Lyon, Monaco, Toulouse. Voilà, donc après, comme je disais, donc Marseille, avec l'entraîneur, je pense qu'il a su créer une cohésion de groupe, donc leur donner confiance. Et après, Marseille aussi, ils ont eu quand même un avantage par rapport aux autres, c'est qu'ils n'ont pas joué de Coupe d'Europe cette année. Ok, d'accord. Pas joué de Coupe d'Europe. Donc après, tant mieux pour eux, ils ont su profiter de l'avantage. Donc, mais tant mieux pour eux. Donc après Paris, au début, c'était un début de championnat timide avec l'affaire, notamment avec l'affaire Neymar, qui a pourri des Parisiens. Je ne sais pas s'il restait, s'il partait, s'il restait, s'il partait. Donc, jusqu'au dernier jour du mercato, personne n'en savait rien. Il y a eu aussi le retour de Leonardo. C'était quelque chose qui a été apprécié par l'ensemble des supporters et je pense que même les personnes qui sont dans le club du Paris Saint-Germain. Donc Leonardo a su, il a récupéré aussi quand même le travail de l'ancien directeur sportif parce qu'il a conclu les transferts de Herrera, de Sarabia, je crois, étaient déjà faits. Même, je crois que même Navas, les pions étaient déjà bien avancés. Et il nous a quand même déniché Icardi. Personne s'y attendait. Le gars, un céréal buteur qui fait malgré tout une bonne saison. Et voilà, après, bon, c'est vrai que Nico, qui est parisien, il ne place pas Paris dans ses tops parce qu'avec le budget, tout ça. Moi, je le place quand même parce que malgré les millions dépensés, ils font quand même. Enfin, en gros, je m'en fous. Moi, ils me font kiffer. Voilà, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais après. Et bon, c'est con ce que je veux dire. Je regarde beaucoup de matchs de Ligue 1, le samedi après-midi, le vendredi soir et le dimanche. Et je me dis, ouf, heureusement qu'il y a le PSG. Hein, parce que putain, qu'est-ce qu'on se ferait chier. Donc, rien que pour ça. Là, je sors de mon supporterisme, rien que pour ça, je les mets, parce que j'ai quand même vu des sacrés matchs. Je pense notamment au PSG Monaco, Angers PSG qui c'était pas dégueulasse à voir, c'était pas mal. Bon, le Classico, ça a été réglé. La première mi-temps a été fabuleuse. Il y a eu quoi comme match qui était pas mal aussi? Bordeaux, le PSG Bordeaux, quand ils sont rentrés aussi dans le cul des Parisiens, j'ai bien apprécié. Le PSG Lyon aussi au parc était pas mal. Donc là, il y a eu quand même des petits matchs sympathiques. Non, je cite pas tous les matchs du PSG. Mais il y a eu quelques matchs où quand même, niveau technique,
au-dessus de la moyenne. J'ai bien aimé aussi le PSG, c'était un régal pour les yeux. Il y a eu des beaux gestes techniques. Ok. Donc voilà. Je suis pas forcément tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, après, c'est normal, tu ne seras jamais d'accord avec moi. Un Marseillais ne peut pas être d'accord avec un Parisien. Non, enfin, c'est pas tout à fait ça, mais je vais développer pourquoi, parce que je me contente pas de dire je suis pas d'accord pour ne pas être d'accord. Je vais juste expliquer en 2-3 points pourquoi en fait. Donc moi, personnellement, le bilan que j'en fais, déjà, je suis assez surpris parce que vous m'avez pas parlé de jeu. La première chose, c'est que je trouve que le jeu est catastrophique en Ligue 1. Je trouve que l'intensité, elle est moisie. La qualité technique, elle est plus que moisie. L'état des terrains, c'est une catastrophe. C'est-à-dire doit être un des rares pays européens, enfin je dis pas parce que c'est pas vrai, mais je veux dire, tous les hivers, on te dit la pelouse elle est merdique, comme si qu'entretenir une pelouse c'était compliqué. Et je dis ça parce que pour avoir de la qualité technique, il faut jouer sur un bon terrain. N'importe qui à notre niveau, ou à n'importe quel niveau, quand on a été sur un terrain, on sait très bien qu'un terrain bosselé, quand tu veux faire une passe, si la passe a fait 8 rebonds avant d'arriver dans les pieds, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est un vrai problème déjà en Ligue 1. Je pense qu'il y a aussi une chose qui a un petit peu perturbé la saison, qui a un peu perturbé la qualité du jeu, même, et pas forcément direct, c'est aussi l'instauration du VAR. Parce que ça, je trouve que c'est pour moi, je suis pas du tout d'accord. D'ailleurs, je sais pas si vous avez fait attention, mais il y a une information qui est passée où l'UEFA, en fait, la FIFA, je sais plus, laisse la possibilité à certains championnats, en fait, tout simplement d'interrompre le VAR, de ne pas mettre en place le VAR. Donc pour tous ceux qui étaient en train de dire oui, le VAR c'est très très bien, oui c'est génial, machin, etc. Si la FIFA décide et laisse l'autorité aux ligues de ne pas forcément mettre le VAR, ce qui prouve bien qu'en fait il y a une espèce de rétropédalage par rapport à cette technologie qui pour moi est de la merde. Après, en ce qui concerne mes tops et mes flops, moi je ne veux pas être super original dans le sens où je peux pas mettre le PSG, même si je reconnais la supériorité du PSG, il y a aucune discussion là-dessus, mais de par l'écart avec les autres équipes, peut-être un peu moins, je dis bien un peu moins avec Lyon, mais avec les autres équipes, l'écart est en réalité parce qu'il ne peut pas échapper au PSG. Donc bravo à eux, c'est une belle saison, ils ont fini champion, très bien. Maintenant, moi, je mettrais plus en avant effectivement l'OM, hein, forcément, parce que tout à l'heure, tu disais l'OM n'a pas joué de Coupe d'Europe, certes, mais l'OM a joué à 13. C'est pareil, hein, c'est-à-dire qu'ils avaient 11 joueurs plus de remplaçants. Sorti des 2 remplaçants qu'il y avait, c'était pas Lucas Perrin, là, le défenseur central, ou je sais pas qui. C'est pas des joueurs confirmés, ça. C'est des joueurs, ils avaient jamais joué en Ligue 1 avant. Marley Ake, Isaac Liadji, enfin voilà, c'est pas des joueurs finis, ça. C'est pas des joueurs de haut niveau encore. Donc l'OM, effectivement, parce qu'ils ont fait une saison que moi personnellement je qualifie de très cohérente, dans le sens où ils avaient une vraie logique, c'est une vraie équipe. Je trouve qu'au niveau tactique et au niveau de l'organisation, c'est une équipe qui tient bien la route. Évidemment, elle manque encore de qualité technique, parce que à part Dimitri Payet et peut-être Tipa Benedetto, qui est un peu un intermittent, qui n'est pas encore bien installé, mais je pense que la succession Marseille après Boca Junior, ne pas couper, c'était aussi un peu un problème. Et on a vu au creux de l'hiver, automne-hiver, il a eu un petit peu une baisse de régime en fait. Donc je pense qu'il n'a pas eu le temps un peu de digérer tout ça. Mais sorti de ces 2 joueurs-là, à laquelle tu peux peut-être ajouter Morgan Sanson, même si pour moi c'est plus un marathonien qu'un joueur très technique. Voilà, donc sorti de ces joueurs-là, il n'y a pas vraiment de technique. Après, le truc, c'est que André Villas-Boas, c'est pas un entraîneur en bois, c'est pas un entraîneur Ligue 1, donc ça joue aussi. Et il a réussi à faire des choses avec ces joueurs-là que personnellement, je trouve que voilà, c'est assez éloquent quand on parle des coachs, de voir ce que sont capables de faire certains coachs avec certains joueurs qui étaient à la cave. Je parle d'Amavi. Effectivement, Dimitri Payet aussi, qui était pas extraordinaire, hein, disons-le clairement. Bon, reste Valère Germain, qui est toujours pas au niveau. Ça, c'est un problème. Après, moi, je l'enterrerai pas parce que c'est un joueur
En fait, ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on a tendance à un peu tabasser les joueurs en oubliant que ça reste des joueurs de haut niveau quand même. Alors, c'est sûr, c'est pas un joueur pour moi qui vise un top 4 européen, ça c'est certain. Ça reste un joueur que je vois dans un club voilà, de niveau intermédiaire, on va dire. Pas forcément l'OM, pas forcément le PSG, pas forcément Lyon, mais dans un club comme Nice, comme Bordeaux, je le vois bien en deuxième attaque. Après, moi j'aimerais bien saluer la belle saison de Rennes. Alors encore une fois, il y en a qui vont te dire oui, mais bon, il y a eu 28 journées, Rennes ils ont un point. Rennes, ça reste une confirmation. Rennes, ils ont gagné, je crois, la Coupe de France l'année dernière. Ils ont fait un bon parcours en Europa League. Ils sont sortis contre Arsenal de mémoire, après avoir éliminé, je crois, le Betis. Donc je trouve que c'est une belle confirmation avec quelques joueurs qui sont montrés assez intéressants. Il y a des joueurs auxquels je ne croyais pas du tout. Ça fait longtemps que je le vois par exemple jouer et j'arrive pas à comprendre ce joueur, c'est Mbaye par exemple. Pourtant je lui trouve des qualités, mais j'y croyais pas, hein. Honnêtement, je pensais pas que ça allait devenir un très bon joueur, enfin un bon joueur. Je trouve qu'il a fait une bonne saison. Alors évidemment Kamavinga, bien évidemment. Voilà, donc après un bon entraîneur aussi qui a un peu le boulard et un peu, je trouve, sur une pente, moi je sais, je suis le professeur, machin. Attention, attention Julien Stéphan à pas te griller un peu trop facilement, un peu trop rapidement, pardon. Et puis en troisième, j'ai hésité en fait, j'ai hésité entre Lille et entre le Stade de Reims. Le Stade de Reims qui, sans faire de bruit, finit cinquième la saison. Je connais pas exactement le budget du Stade de Reims. D'ailleurs, je vais être honnête avec vous, je connais pas énormément de joueurs du Stade de Reims. Je connais quelques-uns. Mais quand tu regardes, c'est une équipe qui déjà depuis quelques années, je trouve que c'est une équipe qui est très difficile à manœuvrer. C'est une équipe qui est bien organisée, qui reste cohérente dans ce qu'elle fait. C'est une des rares équipes de Ligue 1 que je vois qui a un réel projet. Alors ça plaît pas à tout le monde parce que c'est une équipe qui est très défensive, mais je trouve que on peut, quand c'est bien fait, on peut jouer de cette façon-là. Et en l'occurrence, quand tu as peu de moyens comme Reims, je trouve que c'est plutôt bon ce qu'ils ont fait. Et je trouve que voilà, je tenais à les féliciter parce que c'est pas évident. Finir cinquième devant Lyon, voilà, devant des équipes comme Nice, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, dans mes flops, pardon, évidemment, le premier de tous, Lyon. Parce que Lyon, enfin voilà, je vais pas refaire l'histoire, mais tu pars sur un nouveau projet avec des Brésiliens, donc une nouvelle dynamique. Et ce qui se passe au bout de 10 journées, je crois, enfin, t'arrêtes le truc, tu te dis, allez, c'est bon, on arrête, machin, etc. Je sais pas si Silvino était un bon coach ou pas, j'en sais rien, personne n'aura la réponse en fait. Maintenant, ce que je sais, c'est que Rudy Garcia, c'est pas un bon coach. Rudy Garcia, il a fait n'importe quoi à Marseille. Et qu'est-ce que fait Jean-Michel Aulas avec son grand club? Parce que c'est quand même le deuxième club de France, enfin, autant se le dire. Hein. C'est quand même une institution, l'OL. Hein. Dans les années 2000, par exemple, c'est une équipe qui allait loin en Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il fait? Il va recruter. T'as l'impression, et je vais être très transparent dans ce que je vous dis, parce que c'est quelque chose que je pense depuis des années. J'ai l'impression que Jean-Michel Aulas, il a un complexe vis-à-vis de Marseille. Et il s'est dit, bah tiens, puisque je peux pas, machin, je vais les emmerder, je vais aller prendre leur ancien coach. Ok, vas-y, prends-le, il n'y a pas de problème. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Lyon ne progresse pas. Il y a eu un petit rebond à un moment donné. Bon, ça va pas durer longtemps. Résultat, donc ils finissent septième avec un budget qui équivaut quand même à un budget d'un bon club européen. Hein. Faut pas non plus l'oublier. Donc là, je suis là-dessus. Sans couper, je crois qu'ils ont le même budget que Dortmund, équivalent à peu près. Ouais. Je pense que je suis quasi certain de ça. Je me demande même si c'est pas un peu plus, tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, voilà, ça reste un gros club et je comprends pas. Pourtant, il y a des joueurs de qualité dans cette équipe. Maintenant, Thiago Mendes, si je reprenais cet exemple-là, j'ai l'impression de voir jouer son frère. J'ai pas l'impression que ce soit le Thiago Mendes qu'on a vu à Lille. Il y a eu des recrutements que j'ai pas trop compris. Lamine Koné, par exemple, l'arrière gauche, je crois, c'est Lamine Koné, Youssouf Koné peut-être, je sais plus, face à un Koné. Jean Lucas au milieu, je sais même pas qui c'est, j'ai jamais vu jouer. Voilà, je suis assez dubitatif sur ce qu'ils font. Quand tu regardes comme ça à brûle pour point, tu te dis putain, c'est Lyon.
Et l'un des rares joueurs de qualité de cette équipe, c'est Memphis Depay. Parce que trouver les autres joueurs de qualité, hein. À mon avis, tu vas chercher. Hein. En tout cas, cette année. Deuxième, c'est l'AS Monaco, parce que l'AS Monaco, c'est moi une équipe qui m'a fait rêver quand j'étais jeune. C'est une équipe dont on a tous suivi les épopées, enfin tous, peut-être pas Nico, parce que peut-être un peu plus jeune que moi et Christopher, mais enfin que Christopher et moi, pardon. Mais l'AS Monaco, c'était une équipe qui, dans mes souvenirs, avait sorti Manchester United en Ligue des Champions avec un but de Trezeguet. C'est une équipe qui a fait plusieurs de mes... En 98. C'est ça. C'est une équipe qui a sorti des joueurs monstrueux à une époque. Enfin voilà, je parle de Thierry Henry. Les Galactiques, ouais. Je te parle de voilà des joueurs. Voilà, ils ont fait quand même une finale en 2004, 2004 de Ligue des Champions. En sortant le Grand Real. En sortant Real, en sortant le Grand Real notamment. Voilà, c'est Monaco sur l'échelle européenne, c'est une des équipes françaises les plus connues. Et quand tu vois la politique qu'ils ont depuis quelques années, bah on sait pas trop ce qu'ils font. Ils recrutent, ils vendent, ils recrutent, ils jouent au Monopoly les mecs en fait. Ils jouent complètement au Monopoly, ils achètent des joueurs, ils revendent. Alors ça a marché une année sur un one shot, ça peut marcher. Ça fait une saison fantastique. Et depuis en fait ils achètent n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils achètent en gros, ils disent allez vas-y tiens hop, je prends le paquet, je prends ça, je prends machin, hop, après ils prêtent, ils revendent, ils ont je crois 73 joueurs sous contrat, un truc comme ça, dans l'effectif professionnel, ce qui est complètement fou, complètement délirant. Sans te couper, ils font de la Ligue 1, ils font du trading, ils prennent, ils achètent peu. On va y revenir, mais en Ligue 1, il n'y a que 3 clubs qui fonctionnent comme ça pour l'instant. Il y a Bordeaux et à Monaco. Après, les autres joueurs, les autres clubs, c'est différent. Ils vendent pour assainir leur compte. C'est pas tout à fait la même chose. Eux, ils achètent vraiment pour faire de la caillasse, clairement. Monaco, ce qu'ils veulent, c'est rentrer l'argent. Il faut savoir quand même que Vassiliev, parce que là, je suis un peu long dans mon avis, Vassiliev, il avait quand même dans son contrat une clause qui disait qu'il gagnait 10% sur un transfert. Pour te donner un exemple, Benjamin Mendy qui est vendu 57 millions à Manchester City, ça veut dire que Vassiliev, sur la transaction, il a gagné 5 millions 7. C'est pas étonnant après quand tu as ce genre de clause dans les contrats de voir que le directeur sportif il cherche à vendre impérativement. Voilà. Donc quand tu vois tout ce qu'il a vendu depuis machin, je peux te dire que lui il a un compte en banque qui est bien garni maintenant. Enfin bref. Entre parenthèses, ils ont changé de directeur sportif, donc ça a un peu foutu la merde aussi, je pense, parce que Vadim Vassiliev, c'était quelqu'un qui connaissait le foot, je pense. Alors que le nouveau, là, je suis pas sûr qu'il connaisse grand chose au foot. Et le dernier, c'est l'AS Saint-Etienne. Je mettrai pas Toulouse parce que Toulouse, pour moi, c'est pas une ville de foot. J'ai pas de mépris pour les Toulousains. C'est juste que je trouve que c'est un club plutôt anonyme en Ligue 1. C'est quelque chose qui est pendéonné depuis des années, de toute façon, parce qu'il n'y a pas de politique. C'est juste on achète, on vend, on essaye de se maintenir, on assainit les comptes, on essaye d'être là, quoi. Et l'ambition, on en a pas, c'est comme ça. Par contre, la Saint-Etienne, c'est un club qui compte en France. J'ai un pote d'ailleurs, Widou, si tu nous regardes, hein. Désolé, mais je vais être un peu dur avec ton club. Effectivement, cette espèce de tête de direction à deux têtes, ça marche pas, ça marche plus. Tu vois les recrutements qui sont moisis, mais chez moisis. Mvila, j'en parle même pas, de Buchy, Diabaye. Attends, c'est quoi ces joueurs? C'est des bons joueurs il y a encore 5-6 ans. C'est fini, ils sont rincés les mecs. Après, tu fais venir Claude Puel. Ok. Bah, Claude Puel, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à part faire du franco-français, voilà. Donc ils sont dans un club, je comprends pas cette politique. Je crois que la dernière fois où j'ai vu Saint-Etienne plutôt bon, effectivement c'était sous Galtier, mais je pense que moi le meilleur Saint-Etienne que j'ai vu c'était Aubameyang Feinduno. Bon, après depuis, déjà quand Galtier était le coach, on disait qu'est-ce qu'on se fait chier à Saint-Etienne. C'est la vérité parce que c'est du coaching Ligue 1 en fait. Même si cette année il a un peu évolué. Et j'ai hésité en fait parce que j'étais en balance entre Monaco et Lille, parce que j'aimerais aussi qu'on dise un mot de Lille, parce que Lille c'est une équipe qui me déçoit en fait, parce que c'est une équipe que je voyais sur la pente ascendante, et qui en fait, alors évidemment l'histoire ne pourra jamais savoir, il reste 10 matchs. Est-ce qu'ils auraient pu accrocher la Ligue des Champions en 10 matchs? C'est possible que non aussi. Ils ont fait des recrutements, le Turc Yazice, j'ai pas trop vu à quoi ça servait.
Osimhen est une belle réussite. Maintenant, je trouve que c'est une équipe qui avait des certitudes l'année dernière et qui n'en a plus forcément aujourd'hui, qui est irrégulière. Alors, un doute parce qu'il y a eu la Ligue des Champions et il y a eu, ça a forcément pompé de l'énergie. Mais voilà, je voulais aussi qu'on parle de Lille parce que Lille, c'est à l'image en fait de ce que fait Monaco et j'ai bien peur qu'en continuant de cette façon-là, et à un moment donné, ça bloque. Ça bloque parce que tu vois quand même que Pépé, il manque quand même. Pépé, Nicolas Pépé, il manque. Alors oui, tu as encaissé 80 millions d'Arsenal, mais derrière, bon, par Osimhen, quel recrutement est vraiment une réussite. Chose, hein. Comment? Tu dis? Pépé, désolé, Pépé, il faisait beaucoup de choses, hein. C'est ça, c'est ça. Et cette année, la dernière fois, on a discuté, je sais pas si vous vous souvenez, vous me parliez d'Ikoné. Moi, je trouve qu'Ikoné, il a fait une saison plutôt quelconque. Il y a des joueurs qui sont, voilà, qui sont pas forcément au niveau où on les attendait, parce qu'ils étaient sur une pente ascendante. Et je pense que cette année, ils ont un petit peu, si ce n'est régressé, du moins, ils ont un peu stagné. Donc voilà. Donc ça, c'était effectivement mon avis sur la Ligue 1. Maintenant, moi, j'aimerais bien vous entendre, parce que c'est bien beau, oui, on regarde le PSG, on aime bien, ça nous fait de la technique, oui, d'accord, ça évidemment. Mais enfin, le problème, c'est pas le PSG. Hein. Le PSG, ils auront toujours de la qualité technique supérieure aux autres et tu vas toujours forcément. Et encore que, moi, je suis pas forcément d'accord, j'apprécie pas forcément de regarder le PSG parce qu'en fait, j'apprécie par exemple de regarder le PSG contre Liverpool. Parce que là, il y a vraiment une intensité, il y a vraiment machin. Et quand c'est le PSG qui, voilà, qui fait tourner la balle, qui attend, qui passe la balle à Neymar, que Neymar il utilise 3 joueurs de Ligue 1 qui sont complètement nuls et qui ensuite va marquer un but, moi ça me fait pas rêver. Franchement, je vous dis honnêtement, et c'est pas parce que je suis anti-PSG, absolument pas. C'est juste qu'en fait, j'aimerais bien voir le PSG avec une intensité différente chaque week-end, quitte à ce qu'ils mettent des tôles à chaque équipe. Est-ce que c'est le PSG qui est trop fort ou est-ce que les équipes en face qui se couchent d'ores et déjà avant de les rencontrer, il y a débat. Moi, je vais dire mon avis là-dessus. Moi, je dis que pour moi, c'est ça. C'est par Nicolas et après, je donnerai la parole. Moi, c'est totalement ça. En regardant Paris chaque week-end, contre les équipes qu'on joue, moi, des fois, oui, je m'ennuie devant un match de Paris, à part, comme l'a dit tout à l'heure Christopher, dans certains matchs. Et sinon, voilà, quand on voit les équipes, on a l'impression qu'ils se bougent dès qu'ils arrivent, que ce soit chez eux ou chez nous. Après, il y a certaines équipes qui ont un peu plus de caractère, qui vont quand même jouer. Mais et moi, je vais te dire honnêtement, je pense que Paris, en Ligue 1, en tout cas, ne peut pas mettre une intensité. En fait, je pense que c'est ça qu'on manque aussi en Ligue des Champions, d'intensité. Et en Ligue 1, on peut pas la mettre parce que c'est pas possible. Non, je suis pas d'accord là. Je suis pas d'accord. Moi, je dirais pour moi le souci, c'est qu'aujourd'hui, en Ligue 1, les équipes ne veulent pas jouer contre. Ils pensent qu'à défendre. La plupart ne pensent qu'à défendre contre Paris. Donc oui, parce que Paris a Neymar en face, a Mbappé, c'est des flèches. À des flèches, moi, ils ont des très bons joueurs. On a à peu près le meilleur, on va dire en qualité offensive. Pour moi, on ne parle le meilleur effectif d'Europe. Je parle juste en termes offensifs. Mais le souci là, c'est pour moi, les clubs pensent qu'à se coucher. Ouais, mais ça peut pas. Ça peut pas t'empêcher. Ça, je suis désolé, ça peut pas t'empêcher de mettre de l'intensité dans tes matchs. Ça, c'est pas un argument qui est recevable. C'est pas parce que les équipes en face sont mauvaises que tu dois arriver sur le terrain en jouant au petit trot. Et ensuite, moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est qu'après, on se sert de cette excuse pour dire ouais, mais ils n'ont pas de concurrence en Ligue 1. Mais encore une fois, l'intensité, c'est à toi de la mettre. Si les équipes en face, elles sont nulles, si tu les cartonnes 5-0 au bout de 25 minutes, t'inquiète pas. À un moment donné, mais c'est aussi de la responsabilité du PSG que de se bouger le cul un peu en Ligue 1. Et alors, des fois, je te dis la vérité, des fois, ils mettent des tartes à des équipes et tu regardes le match. Et quand tu regardes, après, ça dépend ce que vous attendez. Hein. Ben moi, je vous le dis clairement, quand vous regardez les matchs, vous vous dites, ouais, ok, ils ont mis 5-0, mais voilà, ils n'ont pas forcé, quoi. Mais il n'y a pas besoin de forcer. Comme tu l'as dit là, t'as pas besoin. Pourquoi il n'y a pas besoin? Bien sûr qu'il y a besoin. Mais non, quand tu regardes les équipes, franchement, Mika, même si c'est pas le même championnat, tu prends, je vais donner, tiens, peut-être la Bundesliga. Tu sais quoi, la Bundesliga? On va dire ce qui est. T'as pas non plus 10 équipes, t'as pas non plus, t'as, allez, 5 équipes qui sont bonnes. Mais quand tu vois les autres équipes dans le championnat, il y a 18 équipes dans le championnat allemand.
les mecs qui jouent, les équipes elles vont jouer en France, arrivent contre Paris, c'est à 15 derrière et ça joue plus. Et donc, à un moment, l'intensité, tu peux la mettre autant que tu veux et tu peux, le ballon, t'es obligé de le faire revenir en arrière. Quand t'as des mecs qui sont là, ils sont alignés comme des petits pions et ils t'attendent. Ils sont là, ils sont juste à attendre. Mais comment, au bout d'un moment, genre, tu vois, moi je veux bien, mais tu t'emmerdes. Moi je te dis, je t'emmerde. Moi, je vais te donner un argument. J'entends ce que tu dis. Et après, je vais laisser la parole à Christopher. Moi, je vais te dire un truc. Le PSG, cette année, ils ont joué un match de Ligue 1 avec intensité. Lequel? Monaco, chez nous. Non. Marseille, première mi-temps. Là, tu vois que le PSG voulait mettre une raclée à l'OM. Là, tu sens que le PSG voulait mettre une raclée à l'adversaire. Sur la première mi-temps. Reprends la première mi-temps, tu vas voir l'intensité avec laquelle il joue. Oui, la façon dont il joue, le jeu en première touche, pas en 3-4 touches de balle, comme fait Verratti ou comme peut faire des fois Neymar, parce que Neymar, c'est même pas 3 touches de balle, hein, des fois c'est 10 touches de balle. Ah, mais il faut être honnête. Je te dis, si tu prends la première mi-temps du PSG contre Marseille, tu la regardes et tu la mets en parallèle par rapport à toutes les autres mi-temps qu'ils ont jouées, et tu vas voir la différence. Et moi, je te dis que si le PSG avait cette attitude-là beaucoup plus souvent, il serait beaucoup, mais beaucoup plus préparé à ce qui se passe en Ligue des Champions. Encore une fois, je ne dis pas que le PSG est nul en Ligue des Champions. Je dis que souvent, j'entends ce discours depuis quelques années qui consiste à dire oui, le PSG n'a pas d'intensité parce qu'en Ligue 1, ils sont pas. Mais attends, l'intensité, c'est pas les joueurs, c'est pas les adversaires qui vont te la mettre. C'est à toi de te mettre de bouger le cul sur le terrain et de dire bah, puisque tu veux pas sortir, je vais t'en mettre 8. Et si tu veux pas, et si tu veux, je t'en mets encore 12. Et le jour. Ce qui est important, c'est l'OM. Et là, le truc, il est là, tu l'as dit toi-même. C'est le classico. Mon gars, mais peu importe, mais ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, je crois fond. Aujourd'hui, le classico ne veut rien dire. Ça ne veut rien. Mais bien sûr, mais pour n'importe quel. Mais aujourd'hui, mais attends. Il n'y a plus de classico. Il y a plus. T'as connu les classicos à l'ancienne? Ouais. Tu sais ce que c'est? Aujourd'hui, est-ce que tu considères sincèrement, sorti de la comment dirais-je, sorti de l'opposition Marseille-Paris, machin qui a toujours existé. Honnêtement, aujourd'hui, tu prends du plaisir à voir Marseille se faire tamponner. Mais est-ce que, avant même que le match commence, tu sais pas déjà ce qui va se passer? Ouais, voilà, je sais que c'est victoire de Paris ou au pire, match nul. Donc, c'est vrai que les anciens classicos, quand tu regardes un ancien classico, bah, tu sais pas si Paris, si c'est Paris ou Marseille qui allait gagner. C'était des matchs, c'était pas pareil. C'était notre oui, est-ce qu'aujourd'hui, je suis désolé Nicolas, je vais te dire un truc, peut-être ça va pas te dire, mais t'es arrivé dans une époque où le PSG, peut-être pas tout de suite, hein, je dis pas que tu as connu que les Qataris, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, tu as cette image du classico parce qu'on te l'a vendu comme ça. Mais la réalité, c'est que ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Le derby qui existe en Ligue 1, c'est AS Saint-Etienne, Lyon. Paris-Marseille, ça n'existe plus. Il faut arrêter avec ça. D'accord, le classico, on dit, il n'existe plus. Moi, je dis juste le classico parce qu'il est appelé comme ça. C'est vrai qu'il n'existe plus, comme l'a dit Christopher. Au pire, à chaque fois, dans chaque match, c'est match nul. Mais le souci, et moi je vais te dire, c'est que pour nous, il n'y a plus de classico. Mais quand tu as un joueur de Paris, et on prend bien ce qu'on veut, il y a déjà pas la manche, maillot, tout ce qu'on veut, les mecs, quand c'est Marseille en face, ils tapent dedans. Ils y vont. Mais après, je suis là. Pourquoi tu fais pas ça contre Amiens? Pourquoi tu fais pas ça contre Nantes, contre Bordeaux? C'est Amiens, tout simplement. Mais non, mais c'est une erreur. C'est une erreur, je te le dis. C'est une erreur. Oui, c'est une erreur. Mais après, quand tu as Amiens qui reste à 10 derrière, comment veux-tu avoir envie de jouer au football? Ça change rien. Pour toi, ça change rien. Pour toi, ça change rien. Pour moi, c'est factuel en fait. Factuellement, c'est pas Amiens qui te donne l'intensité. C'est toi-même qui va la mettre, l'intensité. C'est pas le club adverse qui va la mettre. Moi, je te parle de l'intensité que tu dois mettre dans un match, pas celle que l'adversaire doit te donner. Ce que je veux te dire par là, c'est que le PSG, quand il joue au petit trot. Pour des raisons qui leur appartiennent. Certainement parce qu'il y en a qui n'ont pas envie de se blesser en prévision de la Ligue des Champions. Mais vous-même, en tant que supporter, vous savez très bien que le seul match qui vous intéresse, c'est à partir du mois de février. Ah bah oui, ça c'est sûr. Bah ouais, mais c'est déjà un problème. Ça veut dire que les joueurs eux-mêmes, si vous, en tant que supporter, vous êtes comme ça, comment voulez-vous que les joueurs eux-mêmes se disent pas là, Amiens, ouais. C'est ça le truc. Moi, je te dis, le PSG, ils ne mettent pas suffisamment d'intensité dans leur match et que leur match, sincèrement, ils devraient les gagner 8-9-0.
Et je suis pas en train de les tabasser en disant ça. Je suis en train de les aider. C'est pas une question que je suis anti-parisien, c'est une question de j'aimerais bien, voilà, pour une fois. Même si Marseille se fait exploser 8-0 demain, malheureusement, ce sera cap. Tant que Marseille n'aura pas un investisseur fort avec des moyens qui lui permettent de rivaliser financièrement avec ce club-là, tant que le PSG ne mettra pas de l'intensité à ce niveau-là, ils seront face à des désillusions parce que, en fait, quand tu arrives en Ligue des Champions le mardi et que tu as joué un match au petit trot le samedi, il y a une différence d'écart et il faut se mettre dedans. Et ça, c'est un problème. Et tu peux pas reprocher aux autres pas mettre d'intensité et justifier ça, en fait. Tu peux pas le justifier de cette façon-là. Ton avis. Après, je suis pas non plus totalement en désaccord avec toi. Je suis pas non plus totalement en désaccord. Je vais te reprendre après, on va passer la parole à Christopher. Peut-être que tu avais quelque chose à rajouter, Christopher. Tu sais, quand je suis en train d'analyser, c'est les joueurs de foot, ils sont, comme je disais, ils sont capricieux et ils sont malins. Ils savent très bien que même s'ils sont supérieurs à tous les clubs de Ligue 1, mais frapper Marseille, ils savent que même si le Classico, il n'y a plus de voilà, la rivalité est présente. Et le Classico n'existe plus pour l'instant, voilà, en parenthèse. Mais frapper Marseille, pour les supporters, nous, ça nous fait quand même kiffer, tu vois, parce que voilà, c'est frapper Marseille. Donc, ils savent très bien qu'en tapant Marseille, les supporters seront contents, ils vont les laisser tranquilles. Après, c'est vrai que moi aussi, j'ai ce problème-là avec eux sur l'intensité. Qui ne mettent pas l'intensité à chaque match, même des fois quand on gagne 4-5-0 contre des équipes, tu sens. Moi, en fait, ça m'énerve de voir les joueurs marcher. Moi, ça m'énerve de voir les en marchant. C'est ça le truc. Ça m'énerve de les voir marcher. Après, attention, dans un match, tu peux pas aussi être à 200 à l'heure. Contre Rennes. Ouais. Ils m'ont fait ils m'ont plus pété. C'est proportionnel. T'as pas le droit. Après aussi, c'est compliqué. Tu sais, comme tu as dit tout à l'heure, arrivé en hiver, je les défends pas. Hein, je suis pas pour ça. Arrivé en hiver, les pelouses, elles sont dégueulasses, il fait froid. Tu te dis, tu vas jouer contre Amiens. Amiens, le stade de la licorne. Non, mais je comprends. Ça, je l'entends. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai un problème avec mais ça aussi, c'est dû aux joueurs. Tu vois, les joueurs, quand tu regardes bien, ils se prennent tous pour des divas. Quand on parle beaucoup de Neymar, et les autres joueurs aussi, ils se prennent tous pour des divas. Regarde, on va prendre Draxler. Lui, que l'équipe gagne ou pas, il s'en fout. Hein. Lui, il marche sur le terrain, il en a rien à foutre. Et tu vois. Déjà, pour le peu qui joue. Voilà, et tu regardes le petit Sarabia, que ça soit le match qu'ils ont joué contre la petite équipe du 91, je sais plus, c'est Moléry, c'est ça Moléry. Linas. Voilà, Linas, ouais. Que ce soit un Moléry, que ce soit un match de Coupe de la Ligue, un match de championnat ou un match de Coupe de la Ligue, même si des fois il va te sortir un match dégueulasse, le gars il a 200%, il fait 0 but défensif. Et en fait, tu donnes un très bon exemple. En fait, le PSG, aujourd'hui, considère les matchs de Ligue 1 comme des matchs de Coupe de France contre des divisions inférieures. Ouais, c'est des matchs d'entraînement. Et ça, c'est un problème. Je vous assure que c'est un problème. Parce que je prenais l'exemple, avant l'émission, on parlait de Verratti. Pas l'idée pour moi de tomber sur lui. Verratti, quand il joue en Ligue 1, mon Dieu, ça pique. Parce que en Ligue des Champions, tu vas me dire, ouais, machin, non. Comment tu m'expliques un milieu de terrain comme Verratti en Ligue 1, il a des stats comme celle-ci, si ce n'est par un manque d'intensité et un manque de volonté de se faire mal? Moi, je pose la question. Hein. Comme je te dis, hein.
c'est pas un hasard si cet été ils sont partis chercher Idrissa Gueye, s'ils sont partis chercher Ander Herrera, s'ils sont partis chercher Sarabia. C'est parce qu'à un moment donné, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de joueurs qui vont pas uniquement compter sur leur qualité technique, d'accord, qui sont à 4, 5, 6 niveaux au-dessus du niveau moyen de la Ligue 1. Si on prend Neymar déjà au monde, il n'a pas d'équivalent sur le plan technique. Sur le plan technique, il est meilleur que n'importe quel autre joueur. Après, le truc, c'est qu'il est tellement facile, il joue facile. Et après, quand il arrive en Ligue des Champions, même s'il connaît, même s'il a déjà joué, même s'il a déjà gagné, le problème, c'est qu'il joue avec 11, 10 autres joueurs qui ont, voilà, pour la plupart le même profil et qui arrivent et qui sont un peu surpris. Moi, franchement, honnêtement, des fois, je regarde le match parce que je me dis, ouais, effectivement, le PSG offre la possibilité de regarder des joueurs qu'on n'aurait pu jamais voir en Ligue 1. Très sincèrement, Neymar, jamais on aurait pu. Si le PSG n'était pas là, jamais on aurait Neymar, clairement. Des fois, je le regarde parce que ça me fait kiffer, en fait, de voir un joueur technique, un joueur qui est capable de caler des petits ponts, qui est en plus d'une insolence folle. Parce que j'aime bien aussi ça, un peu le côté machin. Malheureusement, quand il est venu au Vélodrome, il s'est fait expulser. Il a voulu trash talker, voilà, ça lui est arrivé, on lui a savaté un peu les chevilles, Zambo Anguissa, il lui a un peu caressé les chevilles, il n'a pas aimé. Mais des fois, je te jure, je regarde le PSG, et honnêtement, je me... Ouais, ok, les gars, donc maintenant qu'on a effectivement fait le bilan de la Ligue 1, enfin en tout cas, chacun a un petit peu donné son avis sur ce qu'on avait vu cette année en Ligue 1, voilà, j'aimerais bien qu'on puisse un peu débattre là, des nouvelles qui sont tombées récemment sur l'arrêt de la Ligue 1 notamment, sur ce que ça va engendrer sur les différentes compétitions, différents championnats, et également ce qu'on va pouvoir justement mettre en perspective par rapport à la Ligue des Champions, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la Ligue des Champions est censée reprendre normalement officiellement a priori à partir de début août. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on puisse faire un petit point rapide sur ce qui s'est passé, ce que vous avez trouvé de bien, de moins bien. Est-ce que vous avez trouvé l'attitude d'Olas gênante ou au contraire normale? Voilà, donc j'aimerais bien vous entendre un petit peu sur ce point-là. Donc voilà, et puis faire une petite conclusion de tout ça avec la possibilité effectivement d'enchaîner prochainement sur un débat sur la future Ligue des Champions qui normalement devrait se terminer sur le mois d'août. Je vais d'abord donner la parole à Nicolas, savoir ce que tu penses un peu de tout ce qui s'est passé là récemment. Est-ce que tu penses que c'est bien pour la Ligue 1? Est-ce que tu penses que c'est pas bien? Est-ce que voilà, qu'est-ce que ça va engendrer comme conséquence pour les clubs qui vont jouer en Ligue des Champions pour le prochain championnat? Bref. Ouais, bah moi après je comprends l'attitude d'Olas. C'est un mec, il y a un déjà pas être d'accord. Il y a un truc moi qu'on pourra jamais reprocher à Olas, c'est qu'il se bat pour son club. Et pour moi, très honnêtement, c'est le meilleur président de club de Ligue 1. Pour moi là-dessus, bon, c'est que mon avis encore une fois, mais c'est un mec qui a toujours défendu son club corps et âme. Après, bien sûr que là, tout ce qu'il fait, il y a beaucoup de choses, je pense aussi, il a le seum, très clairement, de pas aller en Ligue des Champions et que Marseille y aille. Je pense aussi que c'est beaucoup de qui c'est dû à ça. Après, concernant aussi la Ligue des Champions, concernant les clubs, je pense que comme la Ligue des Champions, du coup, officiellement devrait reprendre début août, et du coup, huitième de finale retour, ça serait à peu près le 7-8, apparemment d'après le groupe d'RTL M6. Donc ça sera à peu près ça. Mais moi, en tout cas, je pense que ça va handicaper, on va dire, le Paris Saint-Germain et Lyon sur la Ligue des Champions, parce que apparemment les autres championnats vont reprendre, notamment la Bundesliga le 15 mai, et donc ça devrait aussi reprendre de côté de la Liga et de la Serie A. Je pense que ça va handicaper les clubs du coup qui sont engagés en Ligue des Champions, du coup, donc Lyon et Paris, tout simplement. Et je pense que c'est soit en fait on arrête tout, voilà, soit on arrête tout, soit en fait il y a aucun championnat reprend, et très clairement il y a que la Ligue des Champions, parce que sinon c'est désavantageux du coup pour la Ligue 1, c'est désavantageux, excuse-moi, pour le Paris Saint-Germain et pour Lyon, et ça c'est pas bon. Voilà.
désavantagés parce que finalement, ils n'auraient pas les mêmes chances du fait qu'ils n'auraient pas à redémarrer leur championnat et donc pas sur le même plan physique en fait. Et de la préparation physique, voilà, exactement, c'est surtout dû à ça, c'est la préparation physique. Ok, ça marche, j'entends cet argument. Après, je vais répondre sur Jean-Michel Aulas parce que je suis pas du tout d'accord. Christopher, tu as quelque chose à rajouter ou à compléter peut-être? Ben ouais, moi, c'est vrai que le plus important, c'est comme ça reste quand même la santé. Mais c'est vrai qu'après, ben, pour Lyon et Paris, le fait que ben, ils ne jouent plus le championnat, ça va forcément les avantager parce que si la Serie A reprend, la Première Ligue reprend, le championnat allemand reprend et la Liga reprend ses droits, ça risque quand même d'être compliqué pour nos clubs français. Donc je sais pas, franchement, comment ils vont s'organiser. Est-ce qu'il y aura des matchs amicaux qui vont s'organiser pour Lyon et Paris pour préparer déjà pour Lyon pour qu'ils préparent leur match retour contre la Juve. Paris, j'ai entendu que Nasser, lui, voulait aller au bout de la Ligue des Champions, donc il était prêt à aller jouer à l'étranger. Ça, c'est quelque chose qu'il avait soumis, donc je ne sais pas s'il sera entendu. Après, pour revenir sur Jean-Michel Aulas, il fait du Jean-Michel Aulas. Donc, ça aurait été lui qui aurait été deuxième, il n'aurait jamais demandé à jouer les playoffs, etc., etc. Donc après, c'est vrai qu'il défend, il défend son club. Et ça commence à être fatigant parce que c'est du Aulas, quoi. Bon, il a raison de défendre son club, mais Pas à n'importe quel prix. il le fait de façon, je dirais pas que c'est maladroit parce qu'il maîtrise bien la communication, mais au bout d'un moment, c'est saoulant. Donc voilà, c'est du Jean-Michel Aulas et ça me surprend pas, tu vois. Il me surprend plus. Mais Il en fait chaque année. ça reste un très bon président. Ça reste un très bon président. Et il me surprend plus. Donc après, Aulas fait du Aulas. Donc c'est vrai que pour conclure, c'est une situation inédite. Donc on verra comment nos clubs de Ligue 1 vont s'en sortir. Donc voilà, je suis assez curieux et impatient de voir ce que ça va donner au mois de... Ok. Bon, je vous remercie déjà, c'est un préambule. Moi, j'ai un avis qui est complètement, enfin, autre, pas forcément autre d'ailleurs. Je rejoins effectivement Christopher sur le fait qu'il n'y a rien de plus important que la santé. D'ailleurs, à ce propos, j'espère que vous allez tous bien, hein, que ce soit vous, Christopher, Nicolas, et également les gens qui regarderont cette émission. Maintenant, moi, j'ai un avis très tranché sur la question, c'est que je vois pas pourquoi on s'acharne à vouloir poursuivre une saison sportive quand il y a des gens qui meurent. Ça, c'est le premier point. Pourquoi faire? De toute façon, si c'est pour jouer du huis clos, je vois pas l'intérêt. Concernant Jean-Michel Aulas, je vais être très dur avec lui. Autant je suis quelqu'un d'objectif, autant Jean-Michel Aulas, il commence vraiment à me taper sur le système. Je pense qu'il est complètement claqué. Je pense qu'à partir d'un certain âge, tu commences à devenir gâteux. Et je pense que très clairement, il commence à fatiguer Pépère. Il a aujourd'hui ce discours-là, parce que son club est 7e, parce que son club n'a pas été foutu cette année, de faire un championnat correct, de faire une saison correcte. Et il a l'indécence et l'indignité de venir pleurer sur tous les médias que c'est pas juste parce que l'OL parce que machin, les actionnaires et patati et patata, et puis il y a des clubs qui ont joué 2 fois le PSG, puis il y a des clubs qui ont joué 2 fois Toulouse. Mais on est où là? On est où? On est des êtres humains, les gars. Enfin, à un moment donné, il y a pas que, enfin, le sport c'est secondaire par rapport à tout ce qu'on vit actuellement. Moi, j'ai un avis très tranché sur la question. Je pense que l'État français, de mon point de vue, a pris la bonne décision. Vous me parlez de la Liga, de la Première Ligue, de la Serie A. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr que ça va reprendre. Moi, je suis pas du tout persuadé que ça va reprendre. La Bundesliga, ils ont pris la décision de reprendre là, je crois, c'est le 15 ou 16, je crois, j'ai entendu. 16 mai. On en reparle dans 3 semaines. On verra si effectivement c'est maintenu. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces gens qui prennent ces décisions-là, c'est pas des scientifiques, en fait. C'est-à-dire que, on va faire une petite digression par rapport à ce qui se passe actuellement. On est tous d'accord
une crise sanitaire sans précédent. Personnellement, j'ai jamais vécu ça. Je pense que vous aussi, par extension. Et aujourd'hui, même les médecins sont incapables de vous dire si ça va durer, si ça va pas durer, si machin, ça va pas durer. Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en fait, il va falloir se préparer pendant un bon petit moment à vivre avec ça. Et donc, je comprends pas l'acharnement de certains à voir de l'injustice dans l'arrêt d'une compétition. Voilà. La nature, elle a rappelé l'homme à sa triste réalité, à savoir qu'il maîtrise pas tout. Et je vois pas pourquoi aujourd'hui, au nom du sport, on devrait impérativement s'acharner. Et je suis pas sûr, très sincèrement, que Jean-Michel Aulas aujourd'hui défende les intérêts de son club. Je pense que Jean-Michel Aulas, il est en train de montrer une image détestable, et détestable de ce qu'est l'Olympique Lyonnais. C'est pas un club pour lequel j'ai une grande sympathie, pour être tout à fait transparent. Que ça plaise ou que ça plaise pas, j'en ai strictement rien à faire. Maintenant, personnellement, ça aurait été le président de l'OM, bon, qui est une pipe, hein, on va pas se mentir, mais ça aurait été le président de l'OM qui aurait dit ça. Je pense très sincèrement que j'aurais eu honte. J'aurais eu honte à ce moment-là d'essayer de me raccrocher à des branches de cette façon-là. Je trouve que c'est très indigne. Je trouve que Jean-Michel Aulas a été un des plus grands présidents, et je dis bien un des plus grands présidents, si ce n'est le meilleur président des clubs français, même s'il y en a eu d'autres, hein, on peut toujours voilà, en énumérer certains. Mais effectivement, il a fait un taf de ouf à Lyon. Sauf que depuis quelques années, il apparaît complètement claqué, complètement à côté de la plaque. Et ce qu'il est en train de faire là, très sincèrement, ça le rend encore plus détestable que ce qu'il n'était. Très clairement, mis à part le monde lyonnais, Jean-Michel Aulas, il agace tout le monde. Arrêtez 2 minutes, il insulte tout le monde, il se prend pour le patron de la Ligue. Comme disait Hérault, et pour le coup, il lui a dit pendant la réunion là qu'ils ont faite il n'y a pas longtemps, oh ferme-la, et là en tant qu'invité. Voilà, bah, il a eu raison. Parce qu'encore une fois, Jean-Michel Aulas, il se prend pour le patron et il croit qu'il a le droit de dire ce qu'il veut quand il veut. Non, il y a un moment donné, il faut que ça stoppe, faut qu'il arrête de parler. Certes, Lyon, c'est un club qui est coté en bourse, il a des comptes à rendre à des actionnaires, mais ça peut pas être une justification à autant d'indécence. Je suis désolé. Maintenant, la Ligue des Champions, pourquoi pas? La question que je vous pose, en tant que supporter du PSG, est-ce que si Paris gagne la Ligue des Champions, je vous le souhaite, hein, à la limite, pourquoi pas, vous trouveriez la même satisfaction si c'était une Ligue des Champions qui jouait à huis clos? Honnêtement. Très honnêtement. Enfin, je vois, pas. Ce serait triste en fait. Moi, je peux pas le dire. Là, je pourrais pas le dire maintenant. Mais en fait, moi, je pourrais dire ça si on la gagne. Mais là, tout de suite, j'ai pas, genre, franchement, j'ai. Ouais, mais est-ce que vous n'avez pas. En fait, ma question est peut-être mal posée. Est-ce que vous auriez pas l'impression, en gros, on vous dirait, ouais, vous avez gagné une Ligue des Champions un peu dans un contexte un peu bizarre, les équipes à huis clos, c'est pas les mêmes matchs, machin, etc. Il y a quand même quelque chose qui me dérange dans le côté Ligue des Champions à huis clos. C'est quand même un truc, j'arrive pas à m'imaginer soulever la coupe, tu vois, aux grandes oreilles, devant une tribune vide. Je sais pas, j'arrive pas à... Et encore une fois, comme je dis, je pense que le sport, il doit passer au second plan. Je pense qu'on doit attendre que cette crise comment dirais-je, se passe et qu'on puisse passer à autre chose et qu'on puisse reprendre le foot là où on l'avait laissé, en fait. Parce que moi, le foot sans supporters, sans médias, avec des médias, mais pour moi, c'est pas du foot, en fait. C'est pas... Voilà. Je sais pas quel plaisir... Enfin, évidemment, vous allez me dire, on a eu du plaisir parce qu'on s'est qualifié. Et franchement, le match PSG Dortmund, vous avez kiffé regarder ça? Moi, personnellement, j'ai pas kiffé, hein, je vous dis honnêtement. Moi, j'ai bien aimé. Après, je vais dire juste pourquoi j'ai bien aimé. C'est parce que ils avaient mis l'écran géant, ils avaient mis des supporters dessus. Du coup, on entendait un peu. Et moi, c'est juste ça que j'ai bien aimé. Et après, c'est après le match en lui-même, il était pas non plus foufou. On va se l'avouer. C'était un peu lent et comme on en parlait avant tout à l'heure, c'est sûr qu'un match à huis clos, c'est pas la même avec un match avec des supporters parce qu'il y a pas autant d'intensité. C'est sûr que c'est largement plus lent.
tout à l'heure, on parlait du rythme de la Ligue 1, de l'intensité de la Ligue 1. Quand Paris joue en Ligue 1, c'est pas de dire équivalent, mais il n'y a pas beaucoup d'intensité ce jour-là. Je me rappelle du match encore. Voilà, La deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps était ennuyeuse, mais la première mi-temps. Ouais, mais même la première mi-temps, il y avait de l'intensité, mais pas non plus tant que ça, tu vois. C'était pas une intensité que même pareil, des fois, je joue en Ligue des Champions, mais c'est un peu plus au-dessus. Là, il y en avait un peu plus, ça c'est sûr. En deuxième mi-temps, c'était tout plat. Mais voilà, c'est sûr que c'est pas la même chose en match à huis clos avec un match des supporters. C'est sûr. Ouais. Et toi, Christopher, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, PSG Dortmund, moi j'ai kiffé. Ah, j'ai kiffé, on s'est qualifié. Mais moi, c'était le jour de mon anniversaire. Donc moi, c'était mon cadeau, tu vois. J'étais dans un pub avec des potes. On a kiffé, huis clos, pas huis clos. Nous, dans le pub, on a mis l'ambiance. Donc on n'était pas à la maison. Nous, c'était le feu de la première jusqu'à la dernière minute. Après c'est vrai que je l'ai vu j'étais dans un endroit où c'était festif. Mais j'ai revu le match. Dans ton canapé. Ouais, voilà. J'ai revu le match et c'est vrai que un match sans supporter, c'est pas pareil. C'est pas la. C'est vrai que c'est cru. Je vois pas l'intérêt. Alors après, peut-être qu'en tant que supporter après, vous dites que vous après, on sait pas. Après, là, on est au mois de mai, on sait pas dans 3 mois comment ça va évoluer. Ça se trouve que les matchs ne seront pas à huis clos, on sait pas. Franchement, comme tu as dit tout à l'heure, on peut rien prévoir. Donc, voilà. Mais après, la Ligue des Champions, on sait très bien pourquoi ils veulent la finir. Hein. Il y a tellement d'argent en jeu, c'est encore voilà, ils font passer l'aspect financier avant la santé. Ça a toujours été. Là, tu parles de droit télé et tout. Mais le problème, c'est que faut bien comprendre une chose, c'est que les supporters. Et les clubs mettent de la pression. Je pense que peut-être aussi que je sais pas si c'est l'UEFA, mais je pense que les clubs mettent aussi la pression à l'UEFA aussi pour finir cette Ligue des Champions aussi. Parce qu'ils ont besoin, comme tu as dit avec les droits télé, je pense que oui. Ils ont besoin de récupérer un peu d'argent pour. Je pense que c'est toujours le nerf de la guerre. Voilà. C'est toujours le nerf de la guerre. Après, je sais pas. Franchement, honnêtement, je suis pas convaincu par tout ça. Est-ce que c'était pas mieux, je sais pas. Peut-être d'organiser ça. Non, je sais même pas. Pour moi, personnellement, vu de ce qui se passe actuellement, au vu du nombre de morts qu'il y a en Europe, je pense que ça aurait dû être arrêté. Je vois pas pourquoi on s'acharne en fait à essayer de sauver quelque chose qui de toute façon n'aura plus la même saveur dans 3 mois, à mon avis. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe avec la Ligue des Champions quand arrive le printemps, t'es là, tu commences à être bien, tac, c'est comment ça, là, le soir, les mardis soirs, les jeudis soirs, tu te dis ah c'est bon, on va commencer à kiffer, machin, le printemps arrive, en mai t'as les finales, bon. Là, tu as une coupure de 4, ça va faire quoi? Ça doit faire combien de temps que le championnat est arrêté? Ça fait un mois et demi peut-être? 2 mois. Ça veut dire au mois d'août, ça va t'emmener 5 mois. Ça fait 5 mois que le foot est arrêté. On va repartir sur des niveaux de préparation qui seront pas égaux. Je vois pas vraiment l'intérêt de tout ça en fait. Je me dis bon, à la limite pourquoi pas, hein. Et je me dis le gars qui va gagner, l'équipe qui va gagner la Ligue des Champions, elle sera automatiquement affiliée à cette saison un peu bizarre qui a été tronquée et au final elle l'aura gagnée, il n'y a pas de souci. Mais je suis pas sûr que ce sera quelque chose qui va marquer vraiment l'histoire du foot, quoi. Surtout si c'est encore une fois une finale à huis clos. Bonne chance, hein. Une finale à huis clos, c'est quand même je sais pas, moi j'y arrive pas. Franchement, personnellement, j'y arrive pas. Regarde ce qu'ils ont fait, par exemple. Alors, effectivement, la compétition n'était pas commencée. Mais voilà, l'Euro, ils l'ont reporté, tu vois. Ils l'ont reporté pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien. Parce que l'afflux des gens, quand il y a un Euro, c'est la population, c'est machin, c'est tout ça, c'est les stades qui sont blindés, c'est des recettes de billetterie, c'est des recettes
tout ce qui est annexe à la billetterie. Il n'y a pas que ça, il y a aussi il n'y a pas que il y a pas que les matchs, mais ça fait aussi de la pub. Je sais pas dans quel, c'est dans quel pays ça allait être organisé cette année l'Euro. Attends, tu mets, Je sais pas. Non, mais si. Mais je sais que quand il y a un événement majeur sportif, pardon, c'était dans tous les pays, enfin, pas mal de pays d'Europe en fait. C'était une édition un peu spéciale cette année. ah, ok, d'accord. Ah, ben, c'est vrai que quand t'as un euro dans un pays, bon là c'est plusieurs pays, ben, ça fait de la bonne pub aussi au pays et ça peut aussi relancer le tourisme. Si avant il n'y en avait pas. Ouais, ça peut. Après, là, c'est vrai ça relance le tourisme, ça crée des emplois, ça redynamise un pays. Nous, on l'a vécu hein, en 98, quand il y a eu la Coupe du Monde, ça a redynamisé le pays, même en 2016 aussi, tu vois, il y avait quand même de l'engouement, quoi, tu vois. Bon, après, j'ai mis un bémol à ça, c'est si l'équipe va loin. Si l'équipe qui reçoit va loin, oui. Après, si l'équipe qui reçoit va pas loin, en général, tu t'aperçois que ça plonge. Nous, regarde que ce soit 98 ou 2016, on a été en finale. Hein. Bon, oui, bien sûr. 2016, bien sûr. On était. Ouais, c'est vrai qu'après. C'est vrai que généralement, le pays organisateur, en général, va assez loin, pour être honnête. Que ce soit le Portugal en 2004, la France en 2016. La Russie, là. Même la Russie, ouais, qui va en quart de finale, je crois. Ouais. C'est ça. Voilà, donc en général, le Brésil 2014 va quand même en demi-finale. Enfin voilà, il y a quand même des exemples assez réguliers à ce niveau-là. Ok. Bah écoutez, en tous les cas, effectivement, je pense que on va clôturer un petit peu ce débat. J'espère que la prochaine fois on aura l'occasion, j'espère qu'entre-temps on n'aura pas d'autres informations, mais qu'on aura l'occasion de débattre un peu plus longuement sur la Ligue des Champions qui va arriver, enfin sur la fin de cette compétition-là, en essayant de voir aussi, parce qu'il y a un truc aussi qu'on n'a pas dit, mais c'est les problèmes de calendrier. Parce que si ça se passe sur le mois d'août, la reprise des championnats étant prévue normalement chaque année au mois d'août, plus cette année on a eu le report de l'Euro, il y a eu le report des JO aussi, je pense. Les Jeux Olympiques ont été reportés aussi. Donc tout ça, il va falloir que ça se cale dans un calendrier, ça va pas être évident. Et voilà. Donc wait and see, et puis on attend les nouvelles informations pour un peu étayer nos propos. Donc je vais laisser à chacun le mot de la fin. Donc voilà, si vous avez juste un mot à dire, ou voilà, si vous avez rien à dire, vous dites rien, il n'y a pas de souci. Nicolas? Ouais, bah merci à tous d'avoir regardé. Et passez une bonne fin de soirée. Voilà. Ça marche, man. Christopher? Merci pour votre attention et surtout restez chez vous, passez une bonne soirée et protégez-vous, protégez vos proches. Yes. Ça marche. Merci pour eux, Christopher. Bah, pour ma part, j'ai été ravi d'échanger avec vous, les gars. C'était vraiment intéressant. Voilà, on n'a pas forcément les mêmes avis sur tout, mais en tous les cas, on débat, c'est intéressant. Puis ça manque aussi le foot, donc parler un peu de foot, ça fait du bien. Voilà, bah, comme tout le monde, hein, les gars, protégez-vous, protégez vos proches, faites bien attention, restez chez vous, portez vos masques, faites ce que vous avez à faire, mais faites-le bien, et on se revoit très bientôt. C'était #le foot en direct. Ciao, ciao.